J'avais eu le plaisir de dire au cours de ce grand colloque de la Sorbonne que nous le placions, qu'il était placé sous l'égide de la solidarité et des organisations humanitaires. Et avec Xavier Ducrest de Villeneuve, le président d'Alliance Urgence, nous avons essayé de comprendre quels étaient les engagements et les nécessités pour vous et, dans le fond, pour tous les professionnels de santé, les intérêts qu'ils pouvaient trouver à œuvrer avec vous. Pour cette dernière courte partie de nos entretiens et de nos rencontres, vous allez lancer un appel en fait aux professionnels de santé après l'avoir fait aux étudiants et aux jeunes. Absolument. Merci encore Pascal, merci aux organisateurs de me donner la parole pour Alliance Urgence. Je rappelle Alliance Urgence, Action contre la faim, Médecins du Monde, Solidarité internationale, Handicap international, Plan, CARE. Et voilà, l'appel que je peux donner, c'est, comme le rappelait le ministre Monsieur Véran et la ministre Madame Vidal, c'est de jeter des ponts pour innover. On a fortement besoin d'augmenter sans cesse l'impact de nos actions sur le terrain. On a besoin d'innover. Et pour innover, c'est extrêmement simple. Il faut innover dans nos relations. On a besoin de vous, on a besoin de vos centres de recherche, on a besoin de votre écosystème. Vous avez besoin de nos data. Nous sommes dans l'expérimentation permanente, puisqu'on a parlé pour innover du test and learn. Donc, on a besoin ensemble de créer ces passerelles pour augmenter l'impact de nos interventions sur le terrain. De plus, j'ai pris un plaisir infini à écouter, malheureusement, quelques difficultés, mais aussi toutes les espérances de ces jeunes étudiants. Donc merci à eux, parce que dans cette innovation, il faut de l'agilité, du mouvement. Donc sachez que Alliance Urgence est là pour vous accueillir aussi dans votre cursus de formation. 1 année de césure, 6 mois d'intervention. Soyez sûrs que dans les gestes que nous avons au quotidien pour porter assistance aux populations vulnérables, aux populations qui souffrent, aux exclus et aux personnes handicapées dans le monde, on a besoin de vous tous, vous les professionnels, vous les étudiants, au-delà bien sûr de tout ce qui peut être financement. Merci infiniment, très bonne fin de colloque. Voilà, et merci, on a été très heureux de passer ce moment avec vous, cette journée avec vous. Je donne la parole maintenant à Christelle Van Guet et à Masha Voronov pour la 3e session. Thank you. Good afternoon. Merci et bonjour à tous, mesdames et messieurs. Il y a plus de messieurs que de dames. Je suis Christelle Van Guet, je suis vice-rectrice de l'université de Louvain en Belgique. Vous connaissez la ville de Louvain pour son université, mais également pour le lieu de la performance de Julien Alaphilippe, qui est devenu champion du monde lundi dernier. Donc, notre session s'intéressera au rôle des universités lors de la pandémie. Comme nous le savons, la pandémie a été un défi pour toutes nos sociétés et très clairement pour toutes nos universités. Elle est encore, tout le monde est convaincu lorsque on prend un regard extérieur que les sciences et la raison scientifique a fait un parcours qui n'a jamais été aussi rapide. Depuis les premières semaines de 2020, un nouveau virus a été identifié et avant même la fin d'une année, il y a eu de nouveaux vaccins, des vaccins nouveaux, efficaces, qui ont été approuvés, certifiés par les autorités en question. C'était une victoire des sciences. Donc, les universités font partie des sociétés. Il est clair que les universités jouent et ont joué un rôle très important dans le combat contre cette pandémie. Tout d'abord par le fait que toutes ces disciplines, tous ces domaines d'études, tous ces experts qui ont été extrêmement importants durant la pandémie et aujourd'hui encore, que tous ces experts provenaient des corps universitaires, pas seulement des experts biologistes, immunologistes, épidémiologistes, infectiologistes, des sciences biomédicales, mais d'autres disciplines judiciaires, juridiques, informatiques, sociologues, anthropologues, quasiment toutes les disciplines ont été impliquées dans toutes les universités pour apporter un avis, une opinion, des expertises pour les décideurs.
qui devaient décider et agir. Il y a effectivement une facette tout à fait positive. La société, les gens ont vu l'apport des scientifiques, l'apport des sciences et l'évolution des sciences. Et le lien avec les sciences a été probablement mieux comprise et mieux visibilisée. La réussite des sciences a été patente. Les universités également, qui sortaient de leur tour d'ivoire et qui ont joué un rôle très visible, très concret depuis 1 an et demi dans chaque société, dans chaque pays européen. Des experts universitaires ont parlé dans la presse, dans les médias nationaux, régionaux, locaux, des étudiants également, des étudiants essentiellement des études de médecine qui ont travaillé dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, sur le terrain, qui se sont organisés, qui ont organisé des centres de détection, des centres de tests qui se sont révélés être plus efficaces dans de nombreux cas que les centres de détection, de dépistage et de tests mis en place par les pouvoirs publics dans certains pays. Donc cette implication des universités lors de cette pandémie a été extrêmement marquée. Cependant, il y avait un revers de cela, une facette négative qui reste très présente lorsque les sciences évoluent et elles progressent face aux preuves qui doivent être développées, qui doivent être construites, mais face à de nouvelles réalités, de nouvelles situations, des preuves doivent émerger et doivent être présentées. Et souvent, c'est une communication qui doit être faite dans la nuance, avec précision, et qui parfois est remise en question, et dans les médias sociaux où les opinions sont présentées sans qu'elles soient nécessairement objectives. Et donc, un avis, une opinion peut être contestée et une idée prend de l'importance qui vient contredire des preuves scientifiques, des preuves basées sur des éléments objectifs. Et ceci peut aller jusqu'au point tout à fait extrême où des experts, des praticiens se retrouvent menacés, se retrouvent remis en question jusqu'au point de devoir être protégés parfois par les forces de police. Et c'est ce qu'ont connu un certain nombre d'experts dans cette pandémie de la COVID-19. Et je voudrais passer la parole maintenant à ma collègue, la prochaine intervenante. Merci beaucoup. Cette session, elle interroge la manière dont l'université, avec un très très grand U, peut et doit défendre la science au sein de la société. Il est fondamental d'aborder la place de l'université dans la défense de la rationalité de la science, sous l'angle à la fois de ceux qui produisent la science, de ceux qui communiquent la science et de ceux qui la diffusent. Dans les circonstances sanitaires exceptionnelles dont nous avons parlé toute la journée, mais aussi sur des sujets de fond où les avancées de la science laissent envisager des évolutions sociétales, viennent également interroger l'éthique, la parole universitaire devrait rester recherchée et attendue. Mais elle s'avère néanmoins parfois discréditée et inaudible pour le grand public. Alors pour qu'il apporte son regard au travers de ses expériences multiples, vécues lors de ses différentes fonctions, pour le premier temps de cette session, nous avons l'immense honneur d'accueillir le professeur Jean-François Delfecy, médecin, docteur en médecine, devrais-je dire, professeur d'université en immunologie à la faculté de médecine, devinez de quelle université? Paris-Saclay, président du conseil scientifique Covid-19, institué pour éclairer la décision publique dans la gestion de la crise sanitaire, en tout cas au début, président du comité consultatif national d'éthique. Il a également été directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, ou ANRS, et directeur de l'Institut de microbiologie et maladies infectieuses de l'INSERM. Cher ami, le pupitre est à vous.
Merci beaucoup pour cette introduction. En fait, je suis surtout un médecin et un collègue qui a vieilli, auquel il est tombé toute une série de responsabilités un peu inattendues et auquel, avec l'aide du conseil scientifique, on a essayé d'apporter un peu un exercice d'intelligence collective avec humilité, plus ou moins bien, mais bon, on pourra en discuter. Alors, je voudrais aborder avec vous quelques sujets successifs, à replacer bien sûr dans le contexte de cette journée. Tout d'abord, on est dans une situation épidémiologique que j'appellerais apaisée, grâce à la vaccination. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et finalement, l'Europe est un très bon élève dans cette réponse en termes de vaccination. Je reviendrai sur la réponse européenne, mais l'Europe est un bon élève. On est avec cette réponse apaisée pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent peut-être, je ne devrais pas me lancer dans les choses pareilles, tant qu'on a le variant Delta. Après, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va survenir après Delta? Quel type de variant? Quel type de nouvelle mutation? Ou au contraire, est-ce qu'on va vers quelque chose de plus endémique? On a maintenant des éléments de réponse et on a vu comment la quatrième vague liée à Delta a été en partie neutralisée par le niveau de vaccination. Il reste en France, peut-être plus que dans d'autres pays européens, une proportion non vaccinée des plus de 65 ans, des plus fragiles. Vous savez que cette maladie, comme beaucoup de ces grandes crises de santé publique, est parfaitement inégalitaire et touche plus les populations les plus fragiles et les plus défavorisées. Donc la question qui se pose pour toute notre communauté est est-ce qu'on peut commencer à parler de sortie de crise ou en tout cas d'aller vers une phase de transition? Ou est-ce qu'au contraire c'est extrêmement prématuré? Bien, nous sommes en train de plancher là-dessus. Vous imaginez les enjeux politiques, et qui, une fois de plus, ce sont les politiques qui prennent les décisions. Cette question, elle est au niveau de l'ensemble des pays européens, puisque la situation est la même, à peu près au niveau de tous les grands pays européens. D'ailleurs, qu'il y ait ou pas un pass sanitaire. Ceci pose aussi donc la question de à partir de quel moment on peut, en s'appuyant avec difficulté sur une série de données scientifiques, retrouver un peu une forme de nos libertés et de nos libertés individuelles et républicaines, alors qu'on a poussé, moi le premier jusqu'à maintenant, à un certain nombre de contraintes collectives. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on se pose ce type de questions. Et c'est bien qu'on puisse se la poser. Deuxième grand point que je voulais voir avec vous rapidement, c'est la science a-t-elle été au rendez-vous? La réponse est oui, bien sûr. Vous allez vous demander pourquoi je me pose cette question. Et elle a été au rendez-vous, mais avec un certain décalage. Souvenez-vous de cette période extrêmement difficile de mars-avril 2020, où, somme toute, on n'avait pas grand-chose devant nous. C'est une science fragile. C'est donc pour un conseil scientifique ou un comité d'experts qui est censé conseiller sur des données d'evidence-based medicine, comment on s'appuie quand la science est fragile et elle est elle-même en construction. Je vous rappellerai, par exemple, sur des choses aussi simples, basiques, que où est-ce qu'on se contamine. Les 3 grandes études qui ont montré dans Nature Science et Journal of Infectious Disease, elles datent de décembre 2020, elles sont d'ailleurs concordantes, et en particulier avec l'étude d'Arnaud Fontanet. Mais c'est décembre 2020, même si le bon sens allait vers un certain nombre de lieux de contamination plus importants que d'autres. Mais pour le montrer, pour s'appuyer sur du data. Alors la science a été extrêmement profuse. Vous ne me croirez probablement pas, mais j'ai regardé la production scientifique qu'il y avait eu dans le domaine du VIH-Sida entre 2003 et 2016, l'arrivée des trithérapies, 1996 et 1983-1996, excusez-moi. Et la production scientifique qu'il y avait eu donc sur ces 13 années et la production scientifique qu'il y a eu sur le Covid, sur 18 mois. C'est 5 fois plus sur le Covid que sur 13 ans de recherche sur le VIH, en termes de production et de production de papier.
Après, ça pose une question sur ce qui a été probablement quelque chose de positif par certains côtés sur l'open science, mais avec pour ma génération, en tout cas, quelque chose qui reste extrêmement troublant, c'est que l'open science débouche quand même sur 95% de non-publications référencées. Jusqu'où l'open science est-elle intéressante? Elle l'est. Mais jusqu'où peut-on s'appuyer sur une science qui ne passe pas par des articles qui ne sont pas référencés par les pairs? Probablement générationnel, mais j'ai un peu de mal à m'y faire. Alors, on a vu sur la production scientifique, elle s'est faite avec un miracle, disons-le, que sont les vaccins, où raisonnablement on attendait des vaccins, mais pas aussi efficaces et pas dans le délai très rapide qu'ils ont eu. Avec un point d'intérêt, c'est que, et ça montre bien aussi l'évolution de cette science, où on sait maintenant que, bien sûr, il protège et que ça reste fort contre la survenue de formes sévères et de formes graves, mais qui protège beaucoup moins qu'on l'avait imaginé contre l'infection et la transmission, pas plus que 50% à 6 mois. Donc le vaccin fait un job qui n'était pas habituel dans le niveau de vaccin, et vous savez que ça pose une série de questions actuellement. Sur les variants, il y a eu une science en mouvement très forte, et en particulier au niveau européen, qui sont toutes les grandes plateformes de séquençage. Les Anglais avaient beaucoup d'avance, et maintenant l'Europe a monté, en France aussi, on est capable de séquencer plus de 20 000 séquences par jour en ce moment, par semaine en ce moment, et donc il y a eu une avancée considérable autour de ça. Alors, dans cette discussion de science en mouvement, un des points qui a été très difficile pour un comité scientifique, c'est premièrement sur une science qui n'est pas solide. Comment peut-on conseiller quand on a lui-même un certain nombre de doutes sur ce qu'on voit? Et le deuxième point, c'est faire comprendre aux politiques au plus haut niveau que la science se construit dans le doute, que la science se construit avec du temps. Car le politique, bien sûr, a à prendre des décisions, il doit prendre des décisions rapides, la notion du temps n'est pas la même, et faire comprendre que, oui, on va poser des questions, mais qu'il faudra un certain temps pour avoir une science solide pour y répondre, est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Alors, est-ce que la réponse, troisième point, la réponse européenne à la crise, pour revenir à cette question de l'Europe, a-t-elle été au niveau? Moi, je dirais que oui, et qu'elle a été à un bien meilleur niveau qu'on veut bien le dire. Certes, elle a été retardée, ça a pataugé au début au niveau de chacun des pays s'est refermé. Souvenez-vous de cette période, une fois de plus, du printemps 2020, on se recroquevillait sur nous-mêmes. Mais très vite après, il y a eu néanmoins une série de grandes ouvertures qui se sont faites, dont la principale, bien sûr, c'est les vaccins. 700 millions de vaccinés en Europe, 700 millions de vaccins envoyés par l'Europe pour les pays du Sud. On ne le dit pas suffisamment, mais c'est la région du monde qui a le mieux réussi en termes de vaccination. Donc c'est quand même un des points importants qui a été gagné. Pourtant, souvenez-vous de toutes des discussions de décembre, de janvier, du début de cette année, sur le fait que ça n'est pas si vite, qu'il aurait fallu que chaque pays commande. Et finalement, ça a très bien marché, entre guillemets. Il y a d'autres exemples que la vaccination qui ont pu se faire. Alors, il y a néanmoins des leçons à tirer sur le retard à l'allumage, et en particulier sur les premiers mois. Je vous rappelle que la santé, et vous le savez, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, n'est pas dans l'agenda européen, c'est un agenda national, et que comment on va passer, alors même que ça devient une priorité quand on voit les sondages au niveau des Européens, la santé avec 40% comme priorité, plus 16% par rapport à l'an dernier, devient une priorité. C'est-à-dire que, y compris par rapport, selon les âges, il y a des différences, mais y compris par rapport au climat, en ce moment, la question de la santé collective est devenue une priorité, ce qui était loin d'être le cas. Moi, je me rappelle m'être battu au moment de la nouvelle Commission européenne, car la commission santé, entre guillemets, devait devenir uniquement une commission innovation. Je suis un bébé de l'innovation. Enfin, la santé ne se résume pas à l'innovation. On le voit bien, il y a des grandes décisions, j'y reviendrai, de santé publique, qui ne relèvent pas du tout de l'innovation. Donc, l'Europe a finalement bien réagi, avec des choix éthiques
qui n'ont pas été des choix, je dirais, sociétaux, qui ont été assez communs entre les grands pays européens, avec une nuance sur les 2 ou 3 pays du nord de l'Europe, qui, pour des raisons diverses, historiques, mais parce qu'ils ont une vision éthique également de la santé, qui est différente de la nôtre, ont fait des choix légèrement différents. Mais le choix de vivre avec le virus, plutôt que d'aller vers zéro Covid, a été partagé par la majorité des nations. Ce qu'on a partagé aussi, c'est finalement protéger la santé tout en limitant les responsabilités et la liberté individuelle. C'est de toucher finalement à un enjeu démocratique important pour protéger la santé. Est-ce que c'était le bon choix? Moi, je pense que oui. Après, il a été partagé par beaucoup, pas par tout le monde, loin de là. Et c'est vraiment la discussion actuelle, c'est comment on revient maintenant en laissant de nouveau une liberté individuelle qui est plus grande. Mais protéger les plus fragiles, protéger à la fois, vacciner en priorité les plus fragiles et les plus à même de faire des formes sévères, a été partagé par l'ensemble des pays européens. Il y a eu néanmoins des nuances. La vision, par exemple, de l'infection chez l'enfant en pédiatrie est très différente selon les pays européens. La France a privilégié finalement le modèle de laisser les enfants à l'école pour toute une série de raisons. Après des quelques hauts et bas, mais finalement on est tous arrivés à ça. Il reste le pays qui a laissé les écoles le plus ouvertes. Certains pays se sont mis en retrait vis-à-vis de ça. La vaccination par rapport aux ados, où on a 75% des enfants en France qui sont vaccinés au-dessus de 12 ans, n'est pas partagée dans un certain nombre de pays européens. Donc, un certain nombre de valeurs communes, mais tout n'a pas été commun. Peut-être que, juste, s'il me reste encore 5-6 minutes, je crois, quelques points. Le premier, c'est que, dans sortie de cette crise, la santé est au cœur de la réflexion des citoyens européens, des plus âgés, bien sûr, on peut le comprendre, mais aussi des plus jeunes. Il a été évoqué tout à l'heure l'enjeu de la santé mentale, du fait que la formation de nos jeunes médecins avait été pénalisée, qu'il y a 1 ou 2 semestres d'internes qui ont été consacrés aux autres et aux dépens d'une certaine façon de leur formation. Et donc c'est un enjeu de court terme. Il y a, et vous avez vu ces données récentes, qu'il y a un partage d'expressions sur le fait qu'on a une surmortalité importante dans l'ensemble des pays européens sur les 2 dernières années. Donc que ceux qui s'interrogeaient sur l'importance de cette pandémie, on a maintenant des chiffres de surmortalité qui sont très clairs, et que par contre, il nous manque, et c'est une question que les universités, les organismes de recherche ont à se poser avec un certain retard, je dois le dire, quel est l'impact sur le non-Covid? Quel est l'impact sur les autres pathologies, sur les défauts de prise en charge, sur le retard de prise en charge? Et on manque cruellement de données sur le sujet. Alors peut-être pour terminer 2 points, ne pas opposer les enjeux de santé publique et d'innovation. On a besoin des deux. On a besoin évidemment des deux. Alors, il ne faut surtout pas les opposer. L'innovation, la place de l'Europe a été ce qu'elle a été. On doit constater que comme dans d'autres domaines, les USA sont extrêmement présents sur le sujet. Et néanmoins voir qu'un certain nombre de start-up, d'hommes, de femmes, sont des Européens qui sont partis s'installer ailleurs et qui sont à l'origine de la pensée et de la construction d'un certain nombre de vaccins mRNA, par exemple. Donc il y a un questionnement véritablement qui doit se faire. Pourquoi ça n'a pas pu être fait en Europe? L'Europe, pour ça, souhaite construire une nouvelle agence intereuropéenne, ERA, à viser d'aller plus vite pour la réponse aux crises. J'espère que ça ne sera pas un nouveau objet administratif et qui sera réellement opérationnel. Sur les enjeux d'autres enjeux, l'Europe a été très, très présente sur le séquençage. Elle ne sera malheureusement pas très présente sur les nouveaux médicaments à visée directe, à action directe sur le virus, qui vont sortir à partir de décembre, donc des nouveaux antiviraux anti-Covid qui seront là aussi sortis par des grands laboratoires américains. Santé publique.
Je vous redis une très belle phrase de Paul Ricoeur. La maladie est privée, la santé est publique. Et la santé publique n'est pas l'addition d'une réponse de données individuelles. Elle doit se construire et avec une vision de construction. On dit que la crise Covid représente une certaine forme de réponse insuffisante de la santé publique en France. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'en France. C'est globalement, ça interpelle notre vision de la santé publique. Le système UK, qui était particulièrement mis en évidence, les systèmes anglo-saxons, ont été très déstabilisés aussi par la crise. Le CDC, aux États-Unis, a flanché pendant une longue période et un certain nombre de ses activités a été reprises par une autre agence. Donc vous voyez que ça a interpellé de façon massive les enjeux de santé publique. La vraie discussion qui va y avoir et qui est portée sur la réflexion actuelle de santé publique par Franck Chauvin sur quelle nouvelle construction pour la santé publique, et finalement d'aller quand même, d'admettre deux préalables. C'est premièrement que la santé n'est pas seulement un coût, mais que c'est aussi un système de valeurs qui est très fondamental, et vous avez vu qu'on a pu partager un certain nombre de valeurs au niveau européen. Alors, 3 propositions modestes. Je ne suis pas un homme de santé publique, même si j'ai eu à travailler beaucoup avec les gens de santé publique, pour essayer d'apporter à cette discussion générale qu'on va avoir dans les mois qui viennent. La première qui peut interpeller les doyens, je le comprends, c'est qu'au plan universitaire, je suis moi de plus en plus persuadé que, finalement, des facultés de santé publique qui ne soient pas forcément associées et uniquement des facultés de médecine, mais qui soient des facultés très pluridisciplinaires au sein d'universités plus globales, et où on forme certes des médecins, mais aussi des organisateurs, des gens non médecins, des gens des futurs impliqués dans les ONG, aurait probablement quelque chose. En tout cas, ça mérite qu'on se repose la question en France sur le modèle de construction de la santé publique uniquement dans le domaine médical. Il faut probablement mettre en place une santé publique beaucoup plus opérationnelle, de terrain, beaucoup plus qu'on ne l'a fait en France. Et enfin, il est fondamental que les gros pôles de santé publique qui sont en train de se construire de recherche soient encore focalisés et qu'on ait quelques très grandes plateformes de recherche en France, associées probablement à quelques écoles telles que je les imagine, pour construire l'ensemble. Enfin, juste pour terminer, 3 réflexions transversales de cette crise qui n'est pas finie, donc c'est toujours difficile en cours de crise de commencer à tirer des leçons. Mais néanmoins, 3 points à partager avec vous. Le premier, c'est autour de la culture scientifique et finalement de la communication scientifique, qui sont 2 sujets différents, je vous l'accorde. La culture scientifique, avec ce que vous avez dit, chers collègues, en m'introduisant, est un élément fondamental qui doit être porté par les universités. Je m'interroge sur comment, après cette crise où la médecine, les scientifiques sortent quand même très éprouvés par rapport à une vision citoyenne, avec un modèle qui interpelle quand même, pour de multiples raisons. Comment faire avancer ça, à la fois au niveau du citoyen, probablement c'est quelque chose à reprendre beaucoup plus dès l'école, mais aussi vis-à-vis de nos dirigeants politiques. La France est dirigée par 500 personnes, tous les uns plus brillants que les autres, sortant à 95% d'une école que je ne citerai pas, où il n'y a plus du tout de formation scientifique. Et j'avais une certaine habitude d'avoir un contact avec les politiques. Dans le SIDA, on avait beaucoup travaillé sur un certain nombre de grandes questions, à la fois comment la science peut-elle faire prendre, aider à des décisions de santé publique. Et je me suis rendu compte là que bien sûr ils évoluaient très vite, ce sont des intelligences très rapides, mais qu'il fallait néanmoins se réinterroger sur le fait que nos élites aient quitté finalement la culture scientifique. Et je pense que c'est vraiment aux universités, à un moment donné, de s'interroger sur cette question-là. Le deuxième point, ce sont, et on l'a vu autour de cette crise, les enjeux éthiques en permanence qui sont apparus avec cet enjeu éthique majeur, c'est faut-il prioriser la santé
par rapport aux libertés, hein, qui est le cœur de la crise et le cœur de la réponse à la crise. Et je m'interroge aussi sur, et là aussi pour les doyens, si finalement le temps, c'est variable selon les facultés, je m'excuse pour ceux qui ont déjà beaucoup donné là-dessus, mais dans la formation de nos jeunes médecins, ce temps de réflexion, de partager les valeurs, pourquoi vous faites ce métier, quels sont les grands enjeux autour des questionnements éthiques, est à mes yeux encore suffisamment au rendez-vous. Et je comprends bien, il y a des tas de disciplines, mais faisons peut-être un peu moins de technique, dont je suis un bébé direct, pour passer un peu de temps sur pourquoi on fait ce métier. Et enfin, le troisième point, et je termine là-dessus, parce que finalement, la gestion de crise, c'est aboutir à gérer la confiance vis-à-vis du politique, confiance vis-à-vis du politique, des scientifiques, des médecins. Comment rétablir la confiance? Et ça s'appelle la construction de la démocratie en santé, ça a été évoqué lors de la table ronde précédente, ce triangle entre le décideur politique, l'expert qui conseille, entre guillemets, mais le citoyen lui-même, qui a décidé finalement de quelle santé il veut pour lui-même et pour une communauté. Hein, c'est le fondement même de la démocratie en santé, qui a été très éprouvé autour de cette crise. Il faut qu'on y revienne, la France avait de l'avance, il faut qu'on y revienne, et qu'on y revienne en écoutant les jeunes s'impliquer aussi dans la construction de cette démocratie en santé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Delfraissy. Vous avez, par vos dernières interrogations, démarré notre table ronde. Et une table ronde qu'on a choisie avec Patrick Lévy en 3 sessions. Une première session qui va ajouter à tout ce qu'on a entendu et très riche aujourd'hui à propos de l'attente des citoyens et à propos qu'attendent les citoyens et qu'est-ce qu'on peut leur proposer et qu'est-ce que la crise Covid a apporté sur cette connaissance des nouveaux médias et de l'attente de l'information et comment les citoyens reçoivent l'information. Donc on aura cette première partie avec Gilles Cressani qui est à mes côtés et qui a créé ce nouveau e-journal, le grand continent que vous êtes nombreux à connaître. Et puis on aura une deuxième partie avec ceux qui sont les garants du contenu scientifique, avec des doyens et des experts et des professeurs d'université. Et puis une troisième partie de notre table ronde avec les journalistes, des journalistes spécialisés santé comme Pascal Morel, des grands reporters comme Daniel Messager, et puis on aura surtout la vision du rédacteur en chef du Lancet qui doit être quelque part pas loin sur le réseau, Richard Horton, qui nous fera part et on évoquera l'open science qu'a évoqué Jean-François Delfraissy. Donc on peut démarrer, Patrick Lévy, si vous introduisez le premier. Merci beaucoup. Alors en fait, ce que vient de dire Sylvia Benzaken, je pense a été bien mis en scène par Jean-François Delfraissy, puisque finalement, les propositions qu'il a fait, les remarques qu'il a fait à la fin de son exposé étaient vraiment une très belle transition. Et justement, on se propose de demander à Gilles Cressani, finalement, cette question de la vérité, de la rationalité, de ce paradigme-là, comment est-ce que la société et l'université peuvent l'aborder? C'est effectivement une question absolument centrale et je pense que déjà, je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est un peu effectivement le cœur de ce que explique à la fois la croissance que nous avons eue avec cette revue, Le Grand Continent, à la fois aussi un peu notre méthode et notre interrogation. Et j'aimerais en fait repartir de ce triangle qui a été dessiné à la fin de l'intervention de M. Delfraissy, au fond composé par 3 pôles. D'un côté, nous avons le savoir, la construction du savoir scientifique, et j'ajouterais là-dessus aussi les sciences sociales, pas simplement les sciences dures. De notre côté, le pouvoir, dans toutes ses formes différentes, donc de la politique jusqu'au privé, de l'étatique jusqu'à l'international. Et enfin, quelque chose qui est un peu l'espace de médiation, c'est pour ça d'ailleurs que souvent on parle des médias, qui est un peu le débat public, et qui est un peu l'espace de circulation, qui réunit ces 2 autres axes. Donc nous sommes un peu en train de dessiner ce triangle,
Et moi, l'impression que j'ai, c'est que quand il y a des crises majeures comme la crise Covid, en fait, on se rend compte à quel point aucun de ces points de ce triangle peut s'en sortir tout seul. Et ce sont typiquement des entités, des machins qui sont au milieu, qui savent circuler entre ces trois pôles, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et c'est un peu le cas de figure de ce que nous avons fait. Parce que en fait, Le Grand Continent, c'est une revue qui avait ses lecteurs, qui avait aussi des ambitions, mais qui en fait, a réussi assez vite à comprendre, grâce aussi à sa structure, d'être assez agile, poussé par des gens relativement jeunes, à comprendre qu'avec la crise Covid, nous étions face à quelque chose qui, justement, demandait une forme d'échange entre ces trois pôles. Et donc, très vite, il s'agissait d'aller chercher effectivement des témoignages. Et donc, par exemple, donner la parole à un médecin de Bergame quand la crise était déjà en train de secouer l'Italie, mais n'était pas encore arrivée en France. Et donc là-dessus, produire quelque chose qui est du domaine du témoignage. Et comment faire pour y arriver? C'est parce qu'en fait, nous sommes à l'École normale supérieure, donc nous sommes immédiatement aussi inscrits dans un réseau international de scientifiques. Et par la suite, donc, il y a le témoignage, il y a le récit, la mise en récit qui est absolument essentielle pour essayer d'approcher cette question. Et par la suite, il y a aussi l'analyse, la synthèse, l'état de l'art. Et donc, effectivement, une publication constante. C'était effectivement une période dans laquelle la science était en train de se faire, la recherche était en train de se faire, on n'avait pas encore d'éléments sûrs. Et pourtant, il fallait être capable d'avoir cette forme de recul, de prise de recul qui permet de stabiliser un peu la connaissance mouvante. Et donc là-dessus, c'était une série de publications structurées en 10 points qui permettaient, avec des questions simples, d'apporter des réponses qui n'étaient pas simplistes, mais qui étaient synthétiques, donc qui permettaient effectivement d'informer du journaliste jusqu'au décideur, jusqu'au simple citoyen. Et enfin, la troisième chose, c'était quelque chose qui est plutôt du domaine de la donnée. La crise Covid a immédiatement engendré un reflet national et on concevait cette crise à l'échelle de la nation. Donc en fait, on avait du mal, par exemple, à comprendre que ce qui se passait en Italie n'était pas différent fondamentalement de ce qui aurait pu se passer en France. Et aussi, et plus grave, en fait, on représentait les données à l'échelle nationale. Donc on a été les premiers à fabriquer une carte à l'échelle européenne, mais en prenant comme point de référence l'échelle régionale. Parce qu'effectivement, la crise Covid est une crise macro-régionale, donc elle concerne cette échelle-là. Et donc, grâce à ça, des mesures du type les transferts de malades transfrontaliers ont été permises. Au fond, j'ai pris ces trois exemples qui en termes de données, de visibilité, sont vraiment quelque chose qui nous ont montré très vite qu'on était vraiment du côté de la demande citoyenne, parce qu'en fait, on est passé d'être une revue qui avait à peu près 100 000 visites par mois à quelque chose qui pouvait avoir 1,5 million soudainement après. Et donc là-dessus, en fait, moi, j'explique ça par le fait qu'il y avait une demande et il n'y avait pas d'offre qui était à même d'y répondre assez vite et qu'on a peu réussi à fabriquer cette espèce de rencontre entre les deux aspects. Au fond, moi, la question que je me pose et la chose que je voudrais essayer d'introduire à ce débat, c'est au fond, d'un côté, l'importance d'avoir effectivement des entités qui sont capables de répondre aux logiques du politique en utilisant la rationalité scientifique, tout en utilisant aussi l'idée de l'intérêt du récit du débat. Donc quelque chose qui est capable d'élargir la notion de rationalité. Et enfin, et plus important encore, toujours dans cette idée, en fait, on parle de rationalité et je pense que souvent on en a une vision qui risque d'être un peu étriquée. Au fond, l'idée de la rationalité, et ça, je lance une provocation, qu'on retrouve, par exemple, dans les théories complotistes, dans le complotisme le plus basique. Au fond, on se rend compte qu'il y a deux choses. La première, c'est une tentative de l'administration de la preuve. Tout complotiste essaye de construire un raisonnement en administrant des preuves. Simplement, ce qui manque, c'est la prise de recul, le raisonnement sur l'administration de la preuve, la méthode scientifique. Mais là-dessus, on voit en même temps aussi la diffusion et la capacité qu'a eu la science, qu'a aujourd'hui la science de constituer, au fond, d'être un peu le paradigme qui organise notre prise de parole et notre construction de comment on voit le monde. Et la deuxième chose que je trouvais qui était très intéressante lors de surtout la première vague de la crise Covid, c'était juste à quel point, en fait, immédiatement, les citoyens ont essayé de se saisir de référents qui étaient complètement hétérogènes par rapport à leurs préoccupations. La question du peer review, les préprints, on entendait parler de Lancet comme si c'était une équipe de football sur certaines radios. Et là-dessus, au fond, encore une fois, je pense qu'il faut interpréter cette chose dans le bon sens. C'est-à-dire, ce n'est pas
parce qu'on abordera ces questions en essayant de convertir à la rationalité la population, qu'on arrivera à rendre compte de la raison qui fait que soudainement, en fait, des personnes qui sont bouleversées par un questionnement généralisé, ils ont besoin d'avoir recours à ce type de référent. Mais c'est plutôt en essayant de faire quelque chose qui est un peu plus complexe et qui est lié au fond à l'idée de rationalité qu'on trouvait chez les Grecs, qui est autour du mot de phronésis, donc c'est au fond la prudence, l'esprit de derrière, l'art de la démonstration. En fait, au fond, ce que j'essaierai de pousser un peu comme provocation, c'est que pour arriver vraiment à essayer de défendre la science au sein des universités, il faut effectivement pousser pour qu'il puisse y avoir une rationalité élargie qui adresse, en fait, qui affronte la question de la logique du politique, de l'intérêt, donc de la mise en récit qui est celle du débat, et qui, au fond aussi, comprend que la rationalité même que la science met en avant, en fait, c'est une rationalité qui n'est pas simplement celle du vrai et du feu, mais qui est aussi celle de la méthode et de la mise en récit de la démonstration. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose, je ne sais pas si Yves Lukiger est connecté, s'il nous entend. Oui. Yves, tu nous entends? Je vous entends très bien, oui. Écoute, ça tombe assez bien finalement parce que tu es le recteur de l'Université de Genève. Tu es quelqu'un qui fait cela depuis déjà longtemps et tu t'es trouvé dans la situation d'un président d'université face à la complexité que Gilles Gressani vient d'évoquer. Donc comment finalement une université en général et la tienne en particulier a abordé cette question de la science, disons en difficulté ou éventuellement mise en cause, et comment on peut avancer dans le sens de la défense de la rationalité quand on est le recteur de l'Université de Genève? Merci beaucoup, Patrick. Merci de cette invitation. C'était une opportunité pour moi de vous rencontrer. Je crois qu'effectivement, la science, au cours de ces derniers mois, a produit un nombre de résultats tout à fait spectaculaires. Ça a été déjà rappelé. C'est une opportunité extraordinaire pour mettre en évidence l'importance de la recherche fondamentale, l'importance de la recherche appliquée, mais c'est évidemment aussi un risque qui est celui de la confrontation entre la vision des experts et les opinions parfois que l'on retrouve dans la société et qui sont souvent traitées de la même façon. J'aimerais simplement ici effectivement rappeler que l'année 2020 a été une année assez extraordinaire pour la science, avec un tsunami véritablement de publications qui a été réalisé, avec un grand nombre de nos chercheurs et chercheuses qui se sont réorientés pour adresser cette question sociétale avec des résultats tout à fait spectaculaires. Le temps qu'il a fallu pour développer le vaccin, en comparaison historique, est tout à fait exceptionnellement courte. C'est dû à quoi? C'est dû à des collaborations sans précédent entre les institutions universitaires, des publications en open access, la possibilité d'obtenir accès à des recherches et à des données qui étaient à la base de ces analyses, et puis un financement évidemment sans précédent, mais rappelons encore et toujours aussi l'importance de la recherche fondamentale. Les vaccins ARN messagers sont fondés sur des recherches fondamentales qui ont été développées il y a quasiment plus de 20 ans en arrière. Alors c'est un défi pour la communication scientifique, c'est un défi parce que la science est un processus itératif qui va progressivement révéler la vérité. La science avance par le débat, par des confrontations, alors que la population et le politique évidemment va rechercher des réponses univoques et le plus rapide possible. Et puis les chercheurs, évidemment, et c'est sans doute aussi quelque chose d'important à rappeler, ils sont guidés par le principe de précaution qui est privilégié et qui les amène peut-être parfois à avoir des évaluations peut-être qui sont considérées par certains comme étant alarmistes, parce que c'est le principe de précaution qui est mis en œuvre. C'est aussi un défi parce qu'on est confronté aujourd'hui plus que jamais à une surabondance d'informations, à de la désinformation. On connaît tous et toutes les principes de ces algorithmes qui font que finalement les opinions que je peux avoir se construisent aussi avec les groupes de personnes qui vont donner de l'information, et finalement on ne reste plus dans le dialogue, on ne reste plus dans une confrontation, mais on reste dans des groupes qui s'auto-convainquent, et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement préoccupant. Pour moi, il y a 5 règles en matière de communication scientifique que nous devrions toujours rappeler à l'ensemble de nos scientifiques. La première chose, c'est qu'il nous faut informer plutôt que de vouloir persuader. On a parfois des gens qui sont trop dans la volonté de convaincre l'autre,
alors que nous devrions plutôt mettre l'accent sur l'information toujours et encore. La transparence. La transparence est une deuxième règle aussi extrêmement importante. Il faut toujours mettre en évidence les coûts et les bénéfices de chaque mesure, présenter les incertitudes. Ça veut dire aussi en particulier, c'est le troisième principe, de toujours mettre en évidence les écarts types qui sont associés à chaque mesure qui peuvent être établies. Établir l'évidence de la qualité des analyses, c'est un quatrième principe. Et finalement, cinquièmement, ne pas surcommuniquer et cibler surtout les mésinformations, c'est aussi un point extrêmement important. Alors que faire? Que faire? Je crois tout d'abord il faut que nos hautes écoles, les universités, doivent renforcer la confiance du public dans la science. C'est quelque chose qui se construit, pas dans l'urgence, mais qui se construit dans le long terme. D'autre part, et c'est aussi un deuxième point que j'aimerais mettre en évidence, il faut absolument que les scientifiques restent dans leur domaine et apprennent sans doute à mieux communiquer. Ce n'est pas toujours le cas de tous nos collègues, et c'est aussi une critique qu'on peut se faire les uns et les autres. Et puis, collaboration, ça a été évoqué tout à l'heure, entre les universités, la communication scientifique et les médias, c'est un élément extrêmement crucial. Que faire concrètement pour améliorer ce dialogue? Je crois qu'il nous faut construire des plateformes multi-institutionnelles entre des hautes écoles, des universités, des plateformes multidisciplinaires. On a trop voulu peut-être croire et penser que sortir de cette pandémie pourrait être fait uniquement du point de vue technologique. On voit bien effectivement qu'il y a des résistances qui s'opposent à ces vaccins, à ces développements technologiques. Quand on a mis en place notamment des applications pour détecter les personnes qui étaient atteintes de Covid, il y a une méfiance de la population par rapport à ces situations purement technologiques. Aussi une méfiance parce qu'on partage les données. Et là, il y a aussi une réflexion que l'on va faire au terme de la coordination entre les acteurs académiques. Il faut développer la science citoyenne. Ça, je crois que c'est aussi une manière importante pour faire en sorte que tout un chacun puisse comprendre comment la science fonctionne, comment elle se développe. Et ça peut être aussi un facteur qui peut permettre de mieux diffuser à travers la société la manière dont la science fonctionne. Former les politiciennes et les politiciens, ça c'est aussi, je pense, un devoir des hautes écoles. On doit pouvoir faire plus d'opérations qui permettent de rencontrer les politiques, de pouvoir leur faire comprendre comment la science avance. Et puis finalement, sans doute aussi, contribuer au développement d'outils de fact-checking. Et c'est aussi en particulier la tâche que c'est donner une cellule au sein de l'Organisation mondiale de la santé pour combattre ce qu'on appelle l'infodémie, qui est tout aussi dangereuse que la pandémie. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nos hautes écoles, universités peuvent contribuer par le développement de l'intelligence artificielle. Et c'est un domaine sur lequel notre université en particulier veut s'engager. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Alors, on va passer la parole à un autre acteur du monde académique et qui a ce genre de responsabilité, Chris Verslip, qui est le vice-doyen en charge des affaires internationales de la faculté de médecine de KU Leuven. Je ne sais pas si vous allez vous exprimer en français ou en anglais. J'ai préparé mon intervention en anglais. Donc no problem. So, I will make short intervention. So, c'est une intervention courte. I'm in the institution of Professor Van Heet, so she is the big boss. I'm the small boss in medicine. But she already alluded to a very important aspect. Our university has really been in shock. And why? Not because of the pandemic, because we solved the pandemic. We could save people. We have witnessed it from the first bench. We have very good virologists at the Riga Institute in Leuven who worked at all these antiviral drugs and were involved in the vaccine strategies in Pfizer in Belgium. So there was a scientific attitude de solidarité et à l'hôpital, j'ai dû superviser mes internes. Donc il y avait un sens de la solidarité. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose. Les virologues ont été très actifs dans les médias, très bons experts, ont dû vraiment, avec leur famille, ont dû être mis à l'abri parce qu'il y avait un loup solitaire, comme on le dit, un militaire d'extrême droite qui était vraiment poussé par les médias sociaux pour aller partir à la traque de
de ce virologue et nous avons dû le mettre à l'abri pour qu'il puisse continuer à enseigner pour ses étudiants depuis ce refuge. Donc, c'est pourquoi nous étions dans un état de choc. Il n'y a pas eu seulement d'attaque de la part des médias sociaux, c'était une forme de terreur pour ce virologue et pour sa famille. Et ce même virologue a été amené devant les tribunaux parce qu'il a critiqué les anti-vaccins. Qu'est-ce qui se passe? My presence in the social media is my responsibility. I speak out and I don't need support for anyone. Personne dit « je me défendrai, je n'ai pas besoin du soutien de quiconque », mais tout le monde n'est pas en capacité de faire cela. Donc moi j'ai très peur d'une autocensure, j'ai très peur que beaucoup de gens s'arrêtent de parler à cause de ces menaces. Et donc nous avons besoin d'aide pour préserver la liberté universitaire. Mais je reviendrai à cette liberté universitaire tout à l'heure. Un deuxième point, eh bien, c'est la question de ces médecins qui soutiennent des charlatans ou des théories du complot au sein de la population. Nous avons l'ordre des médecins en Belgique et ils ont fait une déclaration en janvier, je vais la lire. Les médecins sont déontologiquement obligés de prendre les choses en main pour ce qui est de défendre les vaccins et la lutte contre le Covid. Mais ceci a été contesté immédiatement par des médecins qui étaient anti-vaccins. Et la semaine dernière, nous avons reçu une notification et nous avons maintenant un organe dédié à un comité éthique qui peut vraiment œuvrer contre les médecins qui diffusent des fake news. C'est une petite... En tout cas, nous pouvons parler de former les médecins et en tant que doyens et vice-doyens, nous savons que nous pouvons essayer, mais les recteurs disent, eh bien, nous pouvons essayer dans la mesure de notre possible de façonner ces gens que nous formons, mais il y a aussi toute l'éducation qui se fait en dehors de l'université. Donc, pour tous ces gens qui n'aiment pas l'ordre des médecins comme alternative aux tribunaux, eh bien, je dis que moi, je dis haut et fort que je crois en la déontologie. Et pour conclure, je voudrais lancer un appel pour la liberté universitaire. Il faut qu'elle soit sauvegardée. Et bien sûr, avec cette liberté universitaire vient une responsabilité et le respect de la divergence des opinions. Et par rapport à ce qui a été dit du recteur de l'Université de Genève, si vous provoquez quelqu'un sur les réseaux sociaux, eh bien, cela peut créer un retour de feu, un coup de boomerang. Et ça a été souligné dans nos universités, il faut respecter ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ce n'est pas toujours évident. C'est une tâche difficile et il faut former les étudiants et nos collègues universitaires dans le respect de ce débat et de la discussion. Et ce dont nous avons vraiment besoin, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par le recteur de l'Université de Genève. Il nous faut à la fois pouvoir compter sur les politiques, mais aussi sur tout le monde universitaire. Et il faut former les médecins. Nous avons vu un oncologue ce matin qui était membre député également en France et qui dit que c'est le seul moyen. Donc je crois qu'il faut que les médecins deviennent un peu plus politiques et les politiques comprennent un petit peu mieux aussi les médecins. Et c'est une question que j'aimerais vous soumettre. Quelle est la situation en France en termes des médecins qui sont impliqués dans la politique? Merci beaucoup. Thank you very much. Peut-être une remarque sur le fait que, effectivement, ce qui était évoqué tout à l'heure, c'était l'importance de la culture scientifique
pour les politiques, ce qui est un problème partout. On a vu quand même que c'était aussi un problème aux États-Unis, ça peut l'être, et en fait, qui est lié au fait que la culture scientifique est absente des écoles dans lesquelles la plupart des gens qui dirigent ce pays-là et d'autres peut-être sont formés. On va finalement se retourner maintenant vers quelqu'un qui produit de la science et forme des enseignants, des étudiants, et qui peut-être peut nous expliquer assez en droite ligne avec ce qui vient d'être dit, quelle est notre responsabilité dans la formation, justement, pour permettre de répondre à tous ces défis qui viennent d'être évoqués par nos deux précédents orateurs. Oui, parce que mes collègues ont bien mis en évidence le rôle des universités, des experts, des médecins. Et quand je parle des experts, c'est des microbiologistes, mais aussi présents dans tout le débat politique. Et en préparant cette table ronde, je me suis rendu compte que les universités et les institutions qui les financent ont vraiment pris conscience de l'importance de favoriser les relations entre la science et la santé. Bon, je fais référence par exemple au RRI de l'Europe, la recherche innovation responsable, avec, on a mentionné les Open Science, mais aussi la société basée sur la connaissance et, je ne sais pas comment traduire, Science Litéré. J'ai vu qu'en France, il y avait aussi une loi de programmation de la recherche, en tout cas en 2020-2021, dont un des volets vise à renforcer, et je cite, les liens entre la science, la recherche et la société, avec une volonté de partage de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc c'est des mots, mais qui se sont traduits par des appels à projets et des financements pour le favoriser. Donc ça fait partie, visiblement, d'une part intégrante de la loi de programmation de la recherche. J'ai regardé aussi quelques plans stratégiques de quelques universités et beaucoup mentionnent ce volet de rapprocher d'une façon ou d'une autre le monde scientifique et la société. Et donc, malheureusement, enfin, je pense qu'on a bien mis en évidence tous les volets positifs, mais ce que je voulais mentionner en mentionnant ces exemples-ci, c'est de dire que les universités, même les institutions qui les financent, étaient quelque part prêts à faire face à des problèmes comme la pandémie. Et donc, on l'a mentionné aussi, il y a quand même un aspect négatif, c'est que malgré tous ces experts qui étaient présents dans les débats politiques, mais dans les médias, dans les revues spécialisées, il y a eu beaucoup d'actions locales et autres. Il y a toutes les informations erronées sur le traitement et la prévention du Covid. On a mentionné les excès qu'il y a eu en Belgique par rapport à certains de ces experts. Et donc je trouve que nous, ça doit nous interpeller comme universitaires dans le domaine des sciences de la santé. Et le recteur de l'Université de Genève a déjà mentionné quelques voies d'action. Et par rapport à celle qu'il avait mentionnée, et ça rejoint un petit peu votre question, je pense que peut-être que aussi au niveau de l'enseignement, on pourrait peut-être lancer déjà quelques touches, notamment un exemple simple, c'est d'introduire dans les cours qui sont enseignés et qui s'y prêtent des liens avec l'actualité. Donc je prends un exemple, je donne cours en première année, un cours d'introduction sur la conception des médicaments, et j'ai mis en parallèle la conception d'un médicament classique et qu'est-ce qui a permis d'arriver à développer des vaccins en à peu près 1 an et des vaccins de qualité. Donc, c'était une information, mais si tout le monde le fait dans différents cours, peut-être qu'on arrivera à mieux former nos jeunes. Je pense qu'on doit aussi, comme enseignants, leur apprendre à avoir un esprit critique pour les préparer à faire face à toutes les fake news. Et je prends par exemple un autre exemple, une de mes collègues qui donne cours de pharmacognosie et qui reprend des publicités sur les compléments alimentaires et qui demande aux étudiants de juger la pertinence ou non de ces publicités. Alors je pense que, et ça a été mentionné plusieurs fois, que on devrait aussi renforcer la formation des étudiants,
mais probablement aussi des jeunes chercheurs à tout ce qui est communication et peut-être, on a mentionné aussi la culture scientifique, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et si on les formait mieux, et que ce soit des étudiants, mais aussi des jeunes chercheurs, on aurait probablement aussi une meilleure communication par rapport aux patients, par rapport au public, et peut-être par rapport aux politiciens. Et peut-être un dernier point, c'était d'inciter les chercheurs qui bénéficient de fonds publics à intervenir, mais ça s'est fait dans le cas de la pandémie, mais je pense que ça pourrait être fait dans d'autres domaines aussi, dans des débats de société en lien avec leur expertise, et peut-être aussi de mettre en évidence l'impact que leurs recherches peuvent avoir, mais bien sûr, comme on l'a mentionné, avec un esprit critique. Et donc je terminerai peut-être en disant que si on veut faire, pour ce dernier point, que peut-être on devrait aussi avoir des actions au niveau des bailleurs de fonds de la recherche et peut-être aussi plus de visibilité dans les plans stratégiques des universités. Et donc je terminerai en disant que la relation sciences-société devrait être reconnue comme une part entière de l'enseignement des sciences et des sciences de la santé en particulier et de l'activité scientifique. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la partie d'exposé dans cette table ronde qui est consacrée aux médias. Et on va donner la parole à Richard Horton. Richard Horton, do you hear us? Vous nous entendez, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes connecté, Richard? I hope so. Oui, je suis connecté. Est-ce que vous m'entendez vous-même? OK. Nice to see you. Oui, nous vous entendons et nous vous voyons. Vous pilotez le Lancet en tant que rédacteur en chef, qui a été à la pointe des publications scientifiques pendant la pandémie. Nous serions très intéressés de savoir quels sont vos enseignements que vous tirez pendant la crise. Pouvez-vous nous donner des éléments sur le rôle d'une revue scientifique comme la vôtre durant cette pandémie? Un grand merci. Merci beaucoup. Désolé de ne pas être avec vous en personne. Certains des éléments dont je vais parler vont reprendre des remarques déjà faites par Jean-François et d'autres. Je voudrais faire 3 brèves remarques en défense de la rationalité et du rôle des universités pendant la pandémie. Je parle en tant que rédacteur en chef, par rapport aux ambiguïtés, puisque je suis parfois à cheval entre la science, le médical, le sociétal, le politique et les médias, un petit peu partout et nulle part en même temps. Hein. J'espère que cela nous rend quand même pertinent. Première remarque que je voudrais faire, la notion de connaissance, de savoir pendant la pandémie, parce que la base de la evidence-based science et de la politique basée sur la science a beaucoup évolué et a été confrontée à des changements pendant les 18 derniers mois. On a déjà parlé d'un énorme changement de la science ouverte, de la open science, des revues scientifiques engagées dans des activités de recherche sur la COVID-19 et en assurant à ces recherches le libre accès total. Ça a été totalement sans précédent et permettant une analyse du plus grand nombre de tout le monde en fait, et la redevabilité des éléments scientifiques qui étaient produits. Jean-François a parlé des éléments de pré-presse et la pré-presse a révolutionné la façon dont on a réfléchi à la nature des savoirs et des connaissances. Plutôt que de la science qui était revue par les pairs, qui étaient les sources essentielles et les bases de la décision, nous sommes sortis de là et nous sommes passés dans une période, dans une ère de savoir prévisionnel, mais sans que ce soit bien clair que cette science, que ces savoirs étaient prévisionnels et sans qu'il y ait de limites très claires. Un troisième
deuxième élément où on a vu une transformation dans la production du savoir et que le savoir, durant la pandémie, lui-même était reconstruit et est encore reconstruit durant la pandémie. Et ceci s'est révélé être extrêmement difficile pour la communauté scientifique, pour les politiques et pour les citoyens. Tout au début de la pandémie, en titre d'exemple, nous pensions que l'élément principal de transmission, de contamination, était les contacts par les supports physiques et donc que ce n'était pas transmis par l'aérien. Donc les masques étaient considérés comme inutiles. Puis on a dit au public que les masques étaient nécessaires et ensuite ceci a généré des conflits quant à la pertinence du port du masque, tout simplement parce que nous comprenions mieux la nature des dynamiques de contamination de la Covid. Et il y avait des zones d'incertitude qui persistaient. Il y avait, dans mon pays, en tout cas, au Royaume-Uni, une compétition, une concurrence sur l'importance du Covid long, la fréquence du Covid long, est-ce que ça affectait beaucoup de gens ou est-ce que c'était une problématique moins importante? Ça a été l'incertitude et bien entendu la vaccination. Est-ce qu'on devait utiliser des vaccins boosters? La science disait non, il ne fallait pas le faire, mais il y avait une demande de la part des politiques et du public qu'ils se sentaient complètement protégés. Et donc, cette question et cette problématique de la vaccination était exacerbée. Quatrième élément en ce qui concerne l'évolution du savoir, et ça c'est beaucoup plus sinistre, c'est beaucoup plus obscur et beaucoup plus perturbant, c'est l'émergence de cette énorme désinformation qui composait le paysage de la connaissance, les campagnes contre la vaccination. Mais soyons très honnêtes entre nous ici. La désinformation a émergé également en provenance de ce qu'on considéré comme la communauté scientifique orthodoxe. Et on a été pris dans ces dynamiques, comme l'ont été pris nos collègues de la revue de New Journal, et où il y a eu deux communications du Harvard Training Group, et ceci a été discuté fortement en France, et c'était une étude basée sur la communauté de recherche de Harvard avec une société indépendante de fourniture de données, et chaque donnée a été en fait fabriquée telle qu'on l'a découvert, et la communauté scientifique a échoué dans son effort de protéger l'intégrité de la communauté scientifique. Il y a eu des échecs au centre de la communauté de recherche. Il y a eu un échec des due diligence qui n'ont pas été faites par les universités. Il y a un échec du fait que le revu par les pairs n'a pas été efficace. Et ce qui a permis de dévoiler la fraude, c'était l'examen via les médias sociaux où les gens normaux et les experts, bien sûr, via les médias sociaux, ont découvert cela. Et ce sont les médias sociaux, et j'en suis heureux, qui nous ont permis de découvrir cette fabrication. Et toutes ces forces ont permis de transformer le savoir et la connaissance. Et on continue à refaçonner le lien et la relation entre les sciences et la société. Aujourd'hui, il est un petit peu trop tôt, il est un petit peu trop précoce pour en tirer des conclusions de l'évolution de ces forces et des dynamiques de ces forces. Quelles en seront les conséquences? Mais elles ont la potentialité de générer des impacts profonds sur l'utilisation, l'exploitation des sciences, sur l'autorité qu'auront les sciences dans la société et sur la confiance qu'aura le public dans ces sciences. Mais je voudrais maintenant passer sur un autre élément. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Tous ceux qui ont parlé cet après-midi ont parlé de la grande victoire des sciences, que ça a été une success story. Oui, bien sûr, ça a été une victoire. Oui, bien sûr, c'est une success story. Mais il y a également une
une responsabilité qui est la nôtre de nous poser des questions dures. On ne doit pas faire seulement que célébrer la victoire et nous reposer sur nos lauriers, parce qu'il y a des problèmes difficiles. Les scientifiques, fonctionnaires gouvernementaux ont joué un rôle important. Mais pour qui parle-t-il lorsqu'il parle au nom? Est-ce qu'il parlait au nom de la science ou est-ce qu'il parlait au nom des gouvernements? Parfois, la différence, la nuance n'était pas très claire s'ils parlaient véritablement au nom des gouvernements ou s'ils étaient véritablement indépendants. Les scientifiques sont devenus des commentateurs dans les médias pour informer le public sur les dernières évolutions scientifiques. Mais parfois, et en fait très souvent, en tout cas ça a été le cas au Royaume-Uni, ces scientifiques gouvernementaux n'ont pas fait qu'informer, ils ont critiqué les politiques. Donc ils ont été des points focaux de communication, mais ils sont devenus des chroniqueurs ou des commentateurs politiques. Et parfois, les scientifiques se sont rassemblés et ils n'étaient plus des collectifs indépendants collectant les données et les informations, mais prenaient la déclaration Grain Barrington était un bon exemple. Au Royaume-Uni, un groupe s'est formé qui s'appelait le groupe d'experts conseillers scientifiques et se sont mis à critiquer le groupe officiel d'experts gouvernementaux. Donc la science est politisée de façon intentionnelle et ceci est le fait de scientifiques eux-mêmes via ces nouveaux organes, ces nouveaux organismes, ces nouveaux groupes et quelques universités, pour parler effectivement d'un problème dont vous êtes préoccupés, je le sais, quelques universités sont devenues des symboles emblématiques d'influence durant la pandémie. Au Royaume-Uni, le Imperial College à Londres a été un centre de modélisation qui a été emblématique. J'ai l'impression que mon image s'est gelée, est devenue statique. Non, Oxford, l'université d'Oxford est devenue un centre emblématique pour le vaccin AstraZeneca. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes techniques. Est-ce que la connexion fonctionne bien? Oui, j'avais l'impression que ma machine était devenue statique. Donc, le Imperial College à Londres, l'université de Oxford et au Royaume-Uni, et nous avons 4 États au Royaume-Uni. L'université d'Édimbourg en Écosse est devenue un centre d'opposition vis-à-vis de Londres et le gouvernement basé à Londres, à Westminster. Donc ces universités ont joué un rôle extrêmement important. Mais ce n'était pas un rôle très simple parce que les scientifiques et les universités étaient également soumis à des attaques. Le Imperial College à Londres, Neil Ferguson, qui était le scientifique en charge de la modélisation a été appelé professeur confinement par les médias britanniques et a été l'objet de moqueries, de critiques comme l'homme qui enlevait les libertés des Britanniques. Et j'ai entendu mentionner le nom de Brexit. On devait reprendre le contrôle de notre destinée. Et c'est Neil Ferguson qui accaparait la destinée des Britanniques. Tous les journaux pro-Brexit britanniques, soudainement, se sont mis à attaquer Neil Ferguson et le Imperial College. Et donc, on ne peut pas échapper au Brexit encore une fois. L'université de Liverpool, où des travaux de recherche controversés a joué un rôle important dans le succès commercial d'Innova, qui s'est vu allouer 10 millions de livres pour la création d'un nouveau institut de la pandémie. C'était un exemple fantastique d'un partenariat entre une université et une entreprise. Est-ce que ce partenariat doit être célébré ou est-ce que c'est une complicité, un conflit d'intérêts entre une entreprise privée et une université? Eh bien, je ne fais que poser la question, mais je vous invite à vous poser les mêmes questions. Dernière remarque, ce sera ma dernière remarque. Il y a eu une lutte, un combat depuis 18 mois sur le sens et la pertinence de la gouvernance et du gouvernement. Pendant la pandémie, nous avons vu
que la démocratie s'est approchée de devenir une technocratie. Et votre propre Bernard-Henri Lévy s'est lamenté sur la montée du pouvoir médical dans son livre sur la pandémie. Et la réalité était que les scientifiques et les médecins avaient une influence qui était sans précédent et une influence sur les politiques. Encore une fois, des questions ont besoin d'être posées. Est-ce que des choix politiques, des décisions politiques peuvent être résolus aussi facilement en s'appuyant sur les faits scientifiques? Est-ce qu'il est juste de dire que ce qui est bon pour la société ne peut provenir que de ce qui est vrai? Est-ce que le monde, est-ce qu'on peut connaître le monde? Est-ce que les scientifiques doivent avoir un rôle privilégié dans l'expression de normes morales pour la société? Je suis d'accord dans de nombreuses manières avec l'idée qu'on a besoin de plus de scientifiques et de médecins en politique, mais faisons attention ici. Est-ce que nous voulons que nos démocraties évoluent vers des technocraties? Je crois vraiment que aujourd'hui nous sommes à un moment qu'on peut appeler une technopolitique où la technocratie devient une biocratie, où les sciences biologiques, les sciences ont une importance de plus en plus, une influence de plus en plus importante. Ceci peut nous apporter des avantages énormes dans nos sociétés. Mais je vous promets que ceci apportera également de nouvelles menaces, parce que les scientifiques, soyons très honnêtes ici, ne sont pas plus vertueux que le reste de l'humanité. Ils sont aussi vains, aussi corruptibles que n'importe qui d'autre. Et nous avons constaté cela dans les 18 derniers mois. Donc, alors que nous entrons dans cette nouvelle ère de technopolitique, eh bien, bienvenue à ce nouveau monde, mais faisons attention, faisons très attention. Merci. Thank you, Richard. That was great. Merci, Richard. C'était superbe. Je pense que vous avez mis en place les éléments pour la discussion sur les Commons. Médias. Et on va donner la parole à Pascal Morel. Oui, alors c'était vraiment très sympa d'écouter Richard Horton et puis également d'écouter notre ami Chris, puisque en réalité, ils nous ont quand même rassurés en nous montrant, nous Français, que le pire n'est jamais décevant et qu'il y a peut-être pire encore, parce que nous pensions, nous, que nous étions en France dans une situation vraiment la pire et que chez vous, ça pouvait être mieux. En fait, bon, plusieurs constats ont été faits, donc comme ils ont été faits avec qualité, mais je ne vais pas non plus en rajouter, si ce n'est de dire qu'en réalité, il me semble, pour essayer de passer dans les interstices et ne pas dire ce qui a déjà été dit, il me semble quand même que le couple médias-santé, médias et médecine, médias, sciences, c'est pas un couple que l'on a découvert évidemment aujourd'hui. C'est vrai que le Covid, c'est évidemment exceptionnel et ça a été fait avec une extrême violence. Mais enfin, depuis 20 ans, nous travaillons, enfin les journalistes travaillent avec les hommes de santé, que ce soit des gens comme nous, dans la presse médicale, je vous dirai un peu comment on fait, ou que ce soit par exemple comme Daniel Messager dans une radio, dans une grande radio publique très importante, France Inter, enfin ce qu'elle a fait et ce qu'elle continue de faire. Mais en réalité, bien entendu, on a toujours travaillé, enfin les journalistes ont travaillé avec les scientifiques, avec une sorte de couple difficile. À des moments, ils ont été même très agressifs. Enfin, j'aurais tendance à dire que c'est presque un couple terrible, parce que qui est né en réalité avec le développement de la médecine. En réalité, le couple a commencé d'abord à se former, peut-être de temps en temps à dérailler quand la médecine se développe. Si la médecine ne se développe pas, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Et notamment d'ailleurs, la presse grand public ne s'y intéresse pas. Or, en réalité, la presse grand public s'intéresse à la santé depuis une vingtaine d'années à peu près. Parce qu'en réalité, ça devient évidemment un marché, ça devient un mode de développement. Et pour eux,
mais parce que la médecine également se développe. Et dans la médecine, quand elle se développe, tout va très vite, trop vite. Donc en réalité, les journalistes ne sont pas nécessairement bien formés à toutes ces grandes évolutions. Encore faut-il, mais vous l'avez dit, je n'insiste pas, que les médecins forment les journalistes. Mais quand je vous dis d'ailleurs former les journalistes, il faut dire former très tôt les journalistes, dans les écoles sans doute de journalisme. Déjà très tôt, il faut qu'il y ait des contacts et que, effectivement, comme vous le dites, les citoyens, les jeunes soient habitués à la science, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors évidemment, dans des rédactions comme les nôtres, en réalité, dans les rédactions de la presse médicale d'une manière générale, les questions de science, même surtout quand on les fait dans cette presse d'information professionnelle dite presse spécialisée, elle parle de médecine et elle parle d'environnement, elle parle de questions professionnelles. D'ailleurs, il me vient à l'idée que quand on voit la situation, cette presse s'est beaucoup affaiblie ces dernières années. Mais on voit bien qu'elle est extrêmement importante, parce qu'elle s'intéresse à la pratique médicale quotidienne, et donc c'est elle qui doit être en lien avec les médecins, les professionnels de santé, les pharmaciens, etc. Et donc elle a évidemment un côté didactique très important à faire. Mais bien entendu, cette presse médicale, dans les rédactions médicales, de la presse médicale, il n'y a jamais de remise en cause, en réalité, de ce que disent les scientifiques. Les scientifiques, vous êtes à la fois nos sources et nos cibles. Donc, en réalité, les relations sont relativement faciles. Mais de temps en temps, effectivement, elles peuvent dérailler parce que tout n'est pas simple à comprendre, surtout quand il y a des doutes, comme cela a existé dans la crise du Covid. Voilà, donc il faut faire des constats en disant qu'effectivement, beaucoup de choses peuvent être améliorées. Et puis, il faut surtout faire des propositions. Alors, vous avez fait des propositions. Je crois qu'il faudra, et c'est peut-être le but de l'appel, bon, c'est pas grave, c'est le but de l'appel qui va être fait par, ici, dans la grande conférence, dans le grand colloque. Il faudra se dire comment on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait des liens de travail beaucoup plus établis entre les professionnels de santé, les enseignants, les universités et également les journalistes. Et là, il faudra faire un grand chantier, ouvrir un grand chantier, parce que, dans le fond, ce n'est que par des colloques, des échanges, évidemment ce qui a été écrit, que l'on arrivera à faire en sorte de redonner la place qu'elle doit avoir, la place à la science. J'ai été très frappé par le fait quand même, et ça je termine par là, ça a été un point qui me paraît positif, c'est que pour la première fois, presque la première fois, l'INSERM, par l'intermédiaire du COMETS, a publié un document, un rapport assez long, où dans le fond tout est dit. Les analyses ont été faites, quelques solutions sont apportées, et c'est presque la première fois où je vois qu'une grande institution de santé, de science, se prononce sur cette question fondamentale qui est celle de la communication scientifique. Parce que, et je termine vraiment par là, je crois que la communication scientifique est liée à la connaissance scientifique. Et dans le fond, Jean-François Delfrécy, que j'admire beaucoup, a dit dans son intervention que ça n'était pas la même chose. En réalité, je termine par là, le couple, il est parfois infernal, mais il est indispensable. Si vous voulez faire de la santé publique, vous êtes bien obligé, comme disait d'ailleurs Amadou Sall, je crois, qui est à Dakar et qui est cité par Flao, ça ne sert à rien de produire si vous n'expliquez pas ce que vous avez produit. Donc, la santé publique, vous voulez la développer, il faut absolument que vous travaillez avec les médias professionnels, les médias scientifiques, comme ceux de Horton, comme les nôtres, mais également, évidemment, avec la presse grand public, comme Daniel Messager va nous le dire. Merci Pascal. Alors peut-être la transition est assez logique, puisque finalement, depuis l'intervention de Gilles Gressani, à travers les différents intervenants, on voit que la question de la science, de sa production, de sa fiabilité, de son éthique, de tout ce qu'on veut est importante, mais que finalement, surtout quand cela devient une priorité extrêmement importante pour la société, la façon dont c'est perçu et raconté, le storytelling de Gilles, si j'ai compris, est très important. Et Daniel Messager est bien placé pour nous parler de ça, parce qu'elle est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans ce champ de la santé et dans les grands médias, et on va lui laisser la parole. Merci. Moi, ça fait une trentaine d'années, effectivement, que je suis spécialiste santé. Et je pense qu'il y a différents points à retenir de cette crise. D'abord, Richard Horton l'a dit, mais il faut
quand on est journaliste santé, c'est un vieux couple, hein, vous l'avez dit, Pascal Morel, c'est sûr, mais quand même, dans cette crise, il y a eu des événements très particuliers. Jamais, et moi j'ai travaillé sur le sida, j'ai travaillé sur beaucoup d'épidémies, on a été confronté à un déversement d'informations, à des... Je dis déversement parce que j'ai l'image de cuves qui se remplissaient et qui se déversaient à chaque fois d'informations, jour et nuit, parce qu'avec le décalage horaire, ça venait d'Asie, ça venait des États-Unis. Et de ça, il fallait faire une information grand public. Et je crois qu'un des points qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux du journalisme. Qu'est-ce que c'est les fondamentaux du journalisme? C'est d'abord hiérarchiser. Certes, il y avait une somme d'informations, mais il ne fallait pas tout déverser pour noyer les gens, parce que les gens disaient on n'y comprend plus rien, et ils avaient raison. Il faut hiérarchiser. Il faut évidemment vérifier, ça fait partie aussi des fondamentaux du journalisme, mais ça c'était plus compliqué parce qu'on l'a vu, cette somme d'informations, il fallait faire le tri entre les preprints, il fallait attendre, il fallait les embargos, qu'est-ce qu'on va dire maintenant, qu'est-ce qu'on va dire officiellement ou pas officiellement, et ça c'était effectivement très compliqué, en particulier comme pour moi, j'ai travaillé donc longtemps à France Inter. C'est l'immédiateté, la radio. C'est plus le seul média où, évidemment, il y a tous les réseaux sociaux maintenant. Mais quand même, on ouvre la radio, on va avoir une information immédiate, une information fraîche. Et l'immédiateté, il faut faire vite, il faut faire bien. Et il faut faire attention pendant toute cette crise à ne pas précipiter le faire vite et le faire bien. Je vous donne deux exemples que j'ai vécus quand des premiers résultats sont arrivés de la part d'un certain professeur marseillais et que c'est arrivé en matinale. Matinale, c'est la plus grosse tranche. Et qu'on m'a demandé tout de suite de donner cette information et que, heureusement, j'avais les années d'expertise pour freiner un petit peu et qu'on ne l'a pas donné tout de suite et qu'on a attendu d'en savoir un peu plus, heureusement. Un autre exemple, quand les résultats de Pfizer-BioNTech sont tombés, c'était une brève, c'était très important, tout le monde l'attendait, c'était très intéressant, mais qu'on me demande en même temps d'expliquer dans la foulée le principe de l'ARN messager et que je freine aussi parce que je dois être honnête, j'aurais fait quelque chose de médiocre si j'étais allée immédiatement au micro parce que je n'avais pas assez de base pour expliquer au grand public le principe de l'ARN messager. Mais ça, je pouvais le faire parce que j'ai de la bouteille et de l'expertise et que je pouvais freiner un petit peu les demandes des directions. Parce que ce à quoi on a été confrontés aussi pendant cette crise, c'était que cette information, les journalistes experts santé devaient à la fois la recevoir et la freiner pour ne pas justement noyer les auditeurs. Mais on était confrontés avec des directions qui nous poussaient, parce que vous connaissez le principe des médias, il faut dire avant les autres, c'est quand même bien mieux de ne pas être distancié et d'avoir fourni l'information avant. Donc, moi, encore une fois, je pouvais le faire parce que j'avais une certaine légitimité et expertise, mais je rejoins des informations, et je voulais le dire, mais vous l'avez tous dit, depuis aussi Jean-François Delfraissy, la nécessité d'une formation pour les journalistes santé, une formation scientifique. Et je pense qu'elle n'est pas assez faite, et ça, c'est un point sur lequel on doit insister. Dans les écoles de journalisme, elle n'est pas assez fournie. Moi, je me suis formée sur le tas, comme beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs. Mais avec la précipitation de ces crises, de ces informations, il faut qu'il y ait une formation plus approfondie, plus soutenue auprès des jeunes journalistes et dans les écoles de journalisme. Et ce serait bien, par exemple, on peut imaginer des liens entre des écoles de journalisme et des universités, par exemple, pour fournir cette formation et que les directions des différents médias comprennent que les journalistes ont besoin de cette formation avant d'aller donner une information et qui soit crédible. Donc, les fondamentaux, les remparts, et ça, ces remparts, il faut les fortifier. Les remparts, c'est évidemment vérifier. Dans tous les médias, on a mis en place des systèmes de décodage, de dire ce qu'était une fake news, et ça, c'est très bien. Il faut renforcer ça dans tous les médias, je pense. Il faut ne pas hésiter à faire des émissions spéciales, des podcasts, que les gens prennent le temps pour réécouter. Combien de fois on a entendu, je le disais, on n'y comprend plus rien, on dit une chose et son contraire. Et moi, j'entends ça parce qu'on n'a pas
l'oreille assez fine pour capter toutes ces informations. Et c'est normal, les gens ne sont pas des imbéciles, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'il y avait trop d'informations et peut-être qu'on ne s'arrêtait pas assez à donner des précisions et des explications sur ces informations. Donc, ne pas hésiter à faire des informations, des émissions spéciales, revenir sur des points, voilà, la contamination, effectivement. À un moment, on croyait des choses, après autre chose, l'immunité, l'efficacité des vaccins, etc. Dire, redire, expliquer, réexpliquer. Former les jeunes, s'appuyer sur des réseaux, l'Europe est au cœur de ce colloque, s'appuyer sur des réseaux de correspondants européens, ça je trouve que c'est très important aussi, parce que dans le réseau Radio France, il y a un certain nombre de correspondants européens, à Bruxelles, qui rayonnait aussi sur les Pays-Bas, donc en lien avec l'Agence européenne du médicament. Ce qui se passait en ce moment, au même moment de l'épidémie à Berlin, à Rome, c'était aussi là-dessus qu'on devait s'appuyer, nous, en France, pour suivre l'évolution de l'épidémie, pour voir quelles décisions étaient prises, pour voir si on allait dans le même sens et s'il y avait effectivement une Europe de la santé qui pouvait se mettre en place, même si chaque pays détermine sa politique. Voilà, je pense que les points sur lesquels on doit vraiment s'appuyer, ce sont ceux-ci. Cette crise, on n'en est pas sorti, donc renforcer les fondamentaux du journalisme, j'y tiens beaucoup, renforcer les remparts, parce que c'est comme ça qu'on fournira de l'information crédible et étayée, ne pas freiner l'ouverture des connaissances. Je ne sais plus qui le rappelait, mais cette ouverture des connaissances, il faut que les journalistes y aient accès. Et ça, on a rencontré beaucoup de difficultés, en particulier au début de l'épidémie, d'avoir des informations fiables de la part des organismes officiels, des informations qui étaient soumises après. Je vous donne juste un exemple. Jean-François Delfraissy est parfaitement au courant des problèmes qu'on a eus avec les avis du Conseil scientifique. Les avis du Conseil étaient remis au gouvernement. On savait pertinemment à quelle date ils étaient remis. Sauf que la connaissance grand public, c'est-à-dire l'émission grand public, à quel jour nous, on avait le droit d'en parler, c'était 2 semaines, voire 3 semaines plus tard. Et ça, c'est pas possible. Il faut ouvrir ces connaissances pour offrir une information digne de ce nom et qu'on ne soit pas simplement des transmetteurs d'informations, on l'est, mais qu'on ait aussi le temps de s'appuyer sur les informations qu'on nous donne pour les mettre en perspective. Voilà, c'est ce que je peux vous faire part de mon expérience, mais je crois qu'on a appris beaucoup de choses en termes de vulgarisation scientifique. Tout le monde est devenu, parmi les journalistes scientifiques, un peu... moi, comme si j'avais passé un DU de virologie, d'épidémiologie. On est tous épidémiologistes, c'est bien connu maintenant en France. Il y en a qui le sont un peu plus que d'autres quand même. Mais voilà, on a beaucoup appris et il faut maintenant que ça serve à mettre en route une information qui soit moins décrédibilisée, parce qu'elle l'est parfois. Merci beaucoup, Daniel Messager. C'était très intéressant. Alors malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour discuter parce qu'on a épuisé notre quota horaire, si je comprends le gardien du temps, qui d'ailleurs n'a pas abusé de son privilège, hein, il a été parfait. Voilà, donc je vais d'abord et surtout remercier l'ensemble des intervenants, ceux qui étaient à distance, qui sont peut-être encore là pour Richard Horton, je ne crois pas que ça soit le cas pour Yves Flukiger, et puis on va passer à la séquence suivante, qui est celle de l'appel de la Sorbonne et donc du travail des rapporteurs, en sachant que Frédéric Lagarce sera peut-être le rapporteur le plus actif, puisque nous ne sommes pas concertés.